Une lecture rapide d'articles et de dispositions diverses du projet de budget 2024 suffit pour comprendre son ultime objectif. Augmenter les revenus du Trésor pour combler le déficit escompté, quelles que soient ses conséquences sur le terrain. Avec sa mise en œuvre, la boucle de l'effondrement total du pays sera bouclée. Il aurait été plus raisonnable de baisser simplement les dépenses au lieu de créer de toutes pièces des impôts et des taxes dont certains violent les principes de l'éthique. Durant cet épisode et durant cette partie de cet épisode, nous nous pencherons sur le projet du budget 2024, les lois aussi, ou bien ce budget-là, avec Nicolas Chammas, secrétaire général des organismes économiques au Liban. Je vous remercie d'être avec nous, c'est toujours un plaisir. Et je commence directement avec cette histoire de budget 2024. De nouvelles taxes ont été proposées, même certaines à effet rétroactif. Tout à fait. Comment les décrire? Quelles seront les conséquences? Nous étions heureux d'accueillir le budget 2024 parce que depuis des années, il n'y avait pas eu un budget qui avait été soumis dans les délais constitutionnels. Malheureusement, notre joie était de très courte durée. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit parce que, encore une fois, nous allons vers un alourdissement de la pression fiscale. Donc ce budget est purement comptable, c'est-à-dire qu'on essaie simplement de trouver, de gratter un peu partout les recettes budgétaires nécessaires afin de combler les déficits et d'assurer le financement des dépenses. Il n'y a pas de vision économique et encore moins des mesures incitatives pour la reprise du cycle économique. Même le Fonds monétaire international, qui nous a visités il y a peut-être 2 mois chez les organismes économiques, il n'était pas satisfait du budget pour une raison très simple, parce qu'il y a encore un déficit de 500 millions de dollars. Et ça, c'est un déficit sur le papier. Parce que vous savez que toujours les recettes sont surestimées et les dépenses sont sous-estimées. Donc ce déficit a vocation à augmenter. Mais c'est comme si le gouvernement, après toutes les épreuves, tous les malheurs financiers qui ont secoué le Liban, n'ont rien appris, que c'est la clé, la racine de tous les problèmes, c'est le déficit budgétaire. Donc le déficit s'est installé encore une fois. Et le fait qu'il y a eu une progression sur le front des recettes, c'est simplement parce qu'il y a une quasi-dollarisation, c'est-à-dire naturellement exprimée en LL à un taux très élevé, des recettes. À part ça, il n'y a eu aucun effort et comme vous l'avez dit, les dépenses sont restées quasiment les mêmes. Maintenant, en tant qu'organisme économique, nous avons quelques remarques sur des articles bien précis. L'article 58 qui prévoit de taxer, disons, les hommes d'affaires résidant au Liban sur le revenu dans le monde entier. Ça, c'est du jamais vu. Comment ils vont faire ça? D'abord, ils se fourrent Ils disent avec la loi d'échange d'informations avec l'extérieur, on peut faire ça, on peut faire le tracking, mais ça se fait comment? D'abord, sur le plan des principes, c'est quelque chose de très répréhensible dans un pays comme le Liban. Moi, je comprendrais qu'aux États-Unis, par exemple, où on vous offre, disons, la meilleure hospitalité économique du monde. On doit appliquer FATCA. On doit appliquer FATCA, on paye sur les impôts, disons, sur les recettes dans tous les pays du monde. Mais dans un pays comme le Liban, qui ne vous assure rien du tout, et vous avez dû déménager de force une partie de vos activités à l'extérieur pour financer ce qui vous reste ici, on vient encore vous fiscaliser. Votre question est, disons, très légitime. Il sera très difficile pour l'administration libanaise qui est complètement désorganisée, qui est sous-équipée. Et encore une fois, si jamais l'administration fiscale réussit, disons, à tracer un peu les revenus, disons, mobiles, c'est-à-dire les intérêts bancaires, les actions, etc., comment pourrait-elle aller voir un peu vos affaires dans d'autres domaines? Et même aussi avec le taux maximal d'évasion qui existe. Exactement, exactement. Et là, qui va payer? Donc, ça va pénaliser qui? Ça va pénaliser la diaspora libanaise, qui donne encore une fois, et à chaque fois, une chance pour le pays. Ils viennent passer du temps dans la mère patrie pour lui donner un peu de moyens et d'oxygène pour résister. Donc ces gens-là vont être punis en premier. Hier, le président de la commission des finances, M. Ibrahim Kanaan, a dit, moi, je n'accepte pas du tout ce genre, disons, de contenu dans la loi qui est punitive. C'est-à-dire, au lieu qu'elle soit incitative, qu'elle incite les Libanais de l'étranger à venir s'installer fiscalement, à choisir le Liban comme résidence fiscale. Au contraire, on les incite à partir. Et imaginez-vous
que dans cet article 58, comme dans un autre article, si jamais il n'y a pas, disons, une compliance, s'il n'y a pas une adhésion totale au texte de la loi, le dossier est envoyé directement à la justice. Donc c'est quelque chose de jamais vu au Liban. Avec cela, on va être ici soumis à la loi 44. oui, certainement. Ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oui. Et on peut dire aussi qu'il y a d'autres dispositions, c'est-à-dire qu'à cause de l'inflation, les profits des entreprises ont été gonflés d'une façon fictive. Alors même que les entreprises ont perdu jusqu'à aujourd'hui peut-être 50% de leur chiffre d'affaires et encore beaucoup moins de leurs profits. Parfois, des entreprises perdent de l'argent, mais à cause du gonflement de la livre libanaise, elles sont quand même taxées parce qu'aux yeux de l'administration, ces entreprises ont gagné de l'argent alors qu'en fait, elles ont gagné sur le papier. Donc, il y a beaucoup d'aberrations, il y a beaucoup de non-sens qui sont contenus dans ce budget. Et là, nous comptons sur la Commission des finances qui est en train d'arranger les choses. Et pourquoi c'est important? Parce que le gouvernement ayant présenté la loi dans la durée légale, ils ont le droit, si jamais le Parlement ne vote pas d'ici au 31 janvier 2024, le Parlement a le droit de faire passer le budget par un simple décret. La version originale du budget, qui est catastrophique. C'est pour ça que nous pressons... Et ce qu'aujourd'hui, je pense que M. Najim Mikati a bien préparé, c'est passer ce budget par un décret. Ils sont en train de se préparer. Et là... Et si ça passe par un décret, donc tout ce qui a été voté dans la commission des finances... passe à la trappe, complètement. C'est pour ça que nous invitons vraiment tous les partis politiques à mettre, disons, toute autre considération de côté, parce que l'acte de voter un budget est un acte majeur, sinon l'acte majeur dans la vie d'un Parlement. Sinon, ce serait catastrophique pour l'économie et pour les finances du pays. Vous avez vu M. Mikati depuis quelques jours. Tout à fait. En tant qu'organisme économique. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous avons parlé de cela, effectivement. Et il dit que, naturellement, la balle est dans le camp du Parlement et qu'il est prêt à... Mais si la balle est au Parlement, pourquoi parler de décret? Pour lui, c'est un plan B. Et j'ai l'impression qu'il n'en veut pas de changer. Pour lui ou pour M. Saad Chehmi? Saad Chehmi est naturellement toujours présent partout. Il préside pas moins de 6 commissions et chacune de ces commissions est chargée de trouver un impôt ou une taxe différente. C'est-à-dire qu'en quelques semaines... Il faut dire ça d'une façon claire. Mais nous le disons tout le temps. Oui, il faut dire ça. Il ne faut plus se cacher. Il y a des personnes aujourd'hui responsables de ces nouvelles taxes, de ces nouvelles propositions. Vous savez, M. Mata, je ne suis pas du genre à me cacher. Oui, ça, certainement, nous savons très bien, vous êtes aussi franc. Donc, nous disons les choses telles qu'elles sont. Transparent. Nous avons fait face à une rafale de taxes, celles contenues dans le budget. Ensuite, une taxe sur l'imposition de tous les revenus dans une seule assiette fiscale. C'est la taxe unique de l'impôt unifié. Unifié. Exactement. Et celle-là consiste à mettre dans une même assiette tous les revenus d'une personne, quel que soit... Et les taxer. Et les taxer à un taux plus élevé. Donc, parce que les tranches... exactement. Les tranches vont augmenter. Ce budget, cette nouvelle loi est en train d'être étudiée. Nous avons suspendu, en tant qu'organisme économique, notre participation à cette commission. On en a parlé au Premier ministre. Il a dit « je vais m'en occuper personnellement ». Il va repêcher le coup parce qu'il a compris un peu les raisons de nos plaintes. Nous avons des plaintes très fondées. Et il profite donc de cette nouvelle loi pour non seulement, disons, pousser le tout vers des tranches plus élevées et donc des taux d'imposition plus élevés, mais également profiter de ça pour hausser les taux eux-mêmes sur diverses taxes, notamment la corporate tax. Et après cela, nous avons fait le calcul. La taxe, disons, sur les profits et la distribution de dividendes augmenterait de 50 à 60 parce que c'est cumulé. Parce que c'est cumulé. C'est une folie furieuse. Et donc voilà ce qui... Et on passe aussi à une troisième taxe qui a été proposée. Vous avez été surpris de voir le secteur privé qui a remboursé ses dettes selon les lois et règlements en vigueur. Donc c'était des circulaires aussi qui sont sorties de la Banque centrale. Ils sont punis pour vous, alors que l'État qui a failli au paiement de ses dettes et qui est censé agir en bon père de famille soit dispensé
d'indemniser ses créanciers. Donc, cette nouvelle aussi proposition de vous punir, parce que Exactement. vous avez couvert vos dettes. Comme vous avez dit, sur le plan de l'éthique d'abord, l'État, en mars 2020, a failli à ses engagements financiers, sans donner aucune explication, sans négocier avec les prêteurs. Ce même État, qui n'a payé aucune contrepartie, est en train de venir reprocher au secteur privé qui a payé ses dettes À un et taux ses différent emprunts. du taux réel. En fait, je vais vous dire, tous les hommes d'affaires qui ont éteint donc leurs dettes l'ont fait suivant les lois en vigueur et les circulaires de la Banque centrale. Donc, rien n'a été fait dans l'illégalité. Et en fait, si vous dites aujourd'hui que nous avons couvert par un chèque bancaire, vous êtes en train de me dire que si le chèque bancaire ne vaut plus sa valeur nominative, c'est qu'il y a aujourd'hui une distinction, une discrimination officielle entre l'ancien et le nouveau. Donc l'État est en train de dire... Entre dollar et dollar. Exactement. L'État est en train de dire 4 ans après le mais début ils disent de la que cet crise, argent va être utilisé pour pouvoir financer un fonds, pour le fonds pour recouvrir, de remboursement et recouvrir. les déposants. Écoutez, en tant qu'organisme économique, nous sommes les premiers à avoir dit que notre première priorité absolue, c'est d'essayer de reconstituer une partie des dépôts et les restituer à leurs propriétaires. Mais ces façons, c'est, disons, de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin. On se moque du monde en disant une chose pareille, parce qu'encore une fois, il y a une rétroactivité, encore une fois, il y a des violations à la Constitution, aux lois en vigueur, et encore une fois, il y a une parcellisation des problèmes. Vous savez, le paysage économique et financier comprend une multitude de problèmes et de dimensions. Prenez les entreprises. Une entreprise typique qui a perdu 50-60% de son chiffre d'affaires, dont l'épargne est bloquée dans les banques, elle n'arrive qu'à les retirer qu'au compte-gouttes. Ensuite, elle est taxée sur des profits fictifs, comme je le disais. Elle a souffert à cause de l'explosion du port. Nous avons subi des pertes, par exemple, nous, comme commerçants, par milliards de dollars. Et donc, l'État, au lieu de nous rembourser pour les pertes énormes subies au port, et quelque part, l'État supporte une responsabilité morale. Il vient nous taxer, vous voyez, donc par le petit bout de la lorgnette. Donc, quelle serait la solution aujourd'hui pour pouvoir financer ce genre de fonds? Nous l'avons toujours dit. Il y a, 3 niveaux de responsabilité. Il y a d'abord l'État, ensuite la Banque centrale, ensuite les banques commerciales. Il y a une responsabilité à divers niveaux. Dire État, c'est dire quoi? L'État, nous lui demandons donc de mettre à la disposition d'une certaine autorité ou d'une entreprise publique ces actifs, non pas pour les vendre, mais pour les faire fructifier. On parle ici de gouvernance. Exactement, on va améliorer la gouvernance, on va amener un management digne du secteur privé libanais et étranger. Et la plus grande partie, des rentrées ira pour nourrir le trésor, mais la partie en surplus ira vers un fonds qui alimentera donc les ressources nécessaires pour rembourser les déposants. Ça, c'est une ressource véritable. Et ce n'est pas un jeu d'artifice comme celui auquel se livrent les auteurs de cette loi. C'est dommage que dans Le ministre des Finances, Youssef Khalil, est d'accord avec tout ça? Non, il n'était pas associé Est-ce qu'il était au courant? Non, il n'était pas associé à la rédaction de ce projet. Imaginez-vous le grotesque de la situation. Le projet a été approuvé en Conseil des ministres et envoyé au ministère des Finances pour, a posteriori, ajouter ses remarques. Mais il est responsable. Excusez-moi, je vais vous dire. Il est ministre des Finances, exactement. M. Khalil. C'est, comme on le dit, le vice-premier ministre lui a fait un bébé dans le dos. Vous voyez, mais il a bien dit que j'ai été surpris. Il a été surpris. J'ai surpris et j'ai demandé pour quelque temps pour pouvoir étudier, mettre aussi les remarques. Ils ont dit, donc voilà, on vote ça aujourd'hui. Et puis, exactement. Vous pouvez ajouter vos notes. Dire taxation, dire augmentation de taxes durant une phase de récession, une phase de crise, c'est dire quoi? C'est dire que tout cela va à l'encontre de l'enseignement de l'économie en première année. On vous dit qu'en temps de récession, on doit baisser les impôts et non pas les augmenter.
on réalise, je vais donner un chiffre, le budget de l'État a augmenté de 600 millions en 2021 et il devra arriver à, disons, au-delà de 3 milliards, c'est-à-dire 4-5 fois plus en 2 années. Mais c'est une folie furieuse. Regardez par exemple le dollar douanier qui a augmenté de 60 fois en 6 mois. Donc à l'avenant. Mais tout cela ne peut pas continuer de cette façon. On fait tout ça pour pouvoir couvrir seulement nos dépenses. Tout à fait. Donc seulement couvrir... et non pas seulement les dépenses courantes, c'est-à-dire les dépenses quotidiennes. Ce qui est catastrophique. Donc, mais ce qui dépasse, les dépenses courantes aujourd'hui dépassent les 60% du budget. Ah oui, oui, et bien plus, peut-être même 80-90%. Est-ce que vous, en tant qu'organisme économique, pouvez supporter aussi une augmentation de la TVA avec aussi l'évasion fiscale qui existe, des commerçants qui payent, des commerçants qui ne payent pas. Nous savons très bien qu'il y a des compagnies aujourd'hui qui importent sans payer $1, des douanes. Tout à fait. Et vous êtes taxés, ils ne sont pas taxés, donc comment Je vais vous dire, sur le plan du principe, ça devient inacceptable. Parce que le ministre des Télécoms, pour le citer, a déclaré qu'il y a 60% des entreprises qui ne payent pas la TVA. Et donc, tout le poids incombe sur les 40% qui sont sous le coup de la loi. Okay? Donc, venir augmenter cela encore une fois aboutira à casser le dos aux consommateurs. Et les consommateurs sont à bout aujourd'hui. Parce qu'avec le dollar douanier, avec une taxe... C'est eux qui vont payer la facture à la fin. En fin de compte, c'est cela. Vous voyez? Et nous rentrons en fin de compte, c'est le consommateur qui doit Nous payer. rentrons dans un cercle vicieux où il y a cette course entre les coûts et les prix. Avant de passer, j'ai ma dernière question à propos de la guerre et si on peut soutenir, nous, au niveau économique, une nouvelle guerre. Vous avez quelque chose à ajouter à propos du budget de ces lois-là pour finir avec ce dossier-là? Je pense qu'on a fait le tour pour la question des lois. Il y avait également une autre loi qui était, une autre imposition qui était envisagée sur l'importation de produits qui ont, disons, un substitut au Liban. On est en train d'étudier tout ça avec eux parce qu'il y a déjà 3%, un taux de 3%. Ils voudraient ajouter cela, disons, 10%. Donc, on est en train de faire face à cela. Si le budget 2024 va passer par un décret, vous dites quoi? Quelles seront les conséquences? Ce serait vraiment dommage. On s'emploierait à, disons, à freiner ou à peut-être même torpiller une partie des dispositions de cette loi. Mais quelles seront les retombées? Ce budget-là va nous entraîner à? Ce budget-là entraînera à une fuite des capitaux du Liban et à une fuite, disons, des hommes d'affaires qui iront établir leur lieu de résidence fiscale en dehors du Liban. Ces gens-là, comme dans d'autres pays, vous voyez, vous faites 6 mois moins un jour, ces gens-là resteront 6 mois moins un jour au Liban, alors que nous avons besoin qu'il reste 350 jours plus un, afin que le pays puisse... Ma dernière question, l'unité de gestion des crises, des catastrophes du gouvernement libanais a dévoilé un plan national d'urgence en cas d'une éventuelle attaque israélienne contre le pays. Ce plan vise à protéger la population des répercussions d'une telle attaque, à pourvoir des besoins de secours, etc. Mais est-ce qu'on peut supporter une guerre au Liban? Certainement pas. Ce plan, vous êtes économiste à la base, donc ok, on est obligé de présenter un plan. Soyons réalistes. Est-ce qu'on peut supporter? Je vais vous dire, soutenir moi je vais faire la distinction entre la question de l'urgence et de l'aide humanitaire qui sera apportée le cas échéant, que le gouvernement n'est pas en mesure de financer. Et donc, le gouvernement est beaucoup moins en mesure d'aider le secteur privé à soutenir les retombées de la crise. Même si les actions militaires ne se transformaient pas à l'intérieur du Liban, aujourd'hui, on est en pleine guerre. On est en pleine guerre, mais elle est encore contrôlée. Mais les conséquences, voilà. Ce qui est aussi mauvais qu'une guerre, disons, éclair, qui soit très douloureuse, la guerre d'attrition, la guerre d'usure, qui coûte très très cher. Et la semaine dernière, il y avait 50 secteurs économiques réunis auprès des organismes Ils ont fait sortir des chiffres aussi importants. Des chiffres qui sont hérissants. Disons, la moyenne de la baisse de l'activité est de 70%. Certains secteurs sont au-delà de 95% en termes de baisse.
Donc, Les services, hôtels, tourisme, etc. beaucoup de projets sont à l'arrêt. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous allons faire avec nos salaires? Parce que les salaires ont augmenté d'une façon considérable. Les gens se sont habitués, se sont Et engagés. le taux d'inflation ne fait Le taux, qu'augmenter. exactement. Donc, les sociétés, disons, à partir du mois de novembre-décembre, devront commencer à revoir les salaires à la baisse pour recalibrer en fonction de l'activité. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de nous offrir, entre guillemets, un jour supplémentaire disons, des retombées de la guerre comme nous la vivons actuellement. Et si le Liban entrait en guerre, ce serait cauchemardesque. Parce que ça effacerait peut-être 20-30 ans de croissance économique pour le pays. Je vous remercie, Nicolas Chamas, vous êtes secrétaire général des organismes économiques au Liban. Merci à vous. Toujours un plaisir. Merci à vous. Et voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Vous pouvez revoir toutes nos émissions sur nos réseaux sociaux. Au revoir.